L'étrange maison haute dans la brume. Au matin, la brume leva de la mer sur les falaises, derrière Kingsport. Elle leva la blanche et neigeuse depuis les profondeurs pour rejoindre ses frères les nuages, portés par ses rêves de froide et humide pâture, comme les caves du Léviathan. Et plus tard, tandis qu'une calme pluie d'été se déversait sur les toits des poètes, les nuages répandaient des morceaux de ses rêves, impossibles à vivre pour les hommes dans la rumeur de secrets étranges et anciens, et les merveilles que se disent l'une à l'autre les planètes solitaires dans la nuit. Et quand les contes bruissaient par bancs épais dans les grottes des Tritons, et que les coquillages dans les cités émergées émettaient d'étranges airs recueillis des grands anciens, alors d'impatients nuages de brume s'envolaient vers le ciel, tout chargés de leurs légendes, et les yeux, guettant l'océan sur les rochers, n'y voyaient qu'une mystique blancheur, comme si les falaises étaient le rebord de la terre entière, et que les solennelles cloches des balises résonnaient librement dans l'éther de l'imagination. Et tout au nord de l'archaïque Kingsport, les falaises grimpaient progressivement et curieusement, terrasse après terrasse, jusqu'à ce que, le plus au nord, semblât suspendu dans le ciel comme un grand nuage gris gelé, et demeurait seul ce faible pont jaillissant d'un microscopique espace, parce que la côte fait un angle aigu là où le grand Miskatonic se jette depuis les plaines d'Arkham, apportant les légendes des forêts et ces vieilles et pittoresques anecdotes de la Nouvelle-Angleterre. Les habitants de la côte à Kingsport regardent les falaises comme d'autres habitants d'autres côtes, se référant à l'étoile polaire et comme ceux qui veillent la nuit, regardant la grande ours, Cassiopée et le dragon. Et quand le brouillard cache le soleil, où les étoiles disparaissent, ce point sur le firmament qui se cache parmi elles. Ces falaises qu'ils aiment, ils leur donnent des noms, selon leur profil grotesque. Ainsi, celle qu'ils nomment Père Neptune, mais celle-ci, qu'ils appellent la chaussée, avec ses piliers en degrés, ils la craignent, tant elle monte si près du ciel. Les marins portugais, au terme de leur voyage, avaient appris à l'aimer parce que c'était la première chose qu'ils apercevaient quand ils approchaient de la côte, et les vieux Yankees croyaient qu'il fallait une injonction plus forte que la mort pour y grimper si, bien sûr, c'était possible. Il y a bien pourtant une maison sur ces falaises, une vieille maison dont au soir on aperçoit les lumières dans les petites fenêtres à meneaux. La vieille maison est là depuis toujours, et les gens disent que quelqu'un y habite, qui parle au brouillage levant au matin des profondeurs, et voit peut-être sur l'océan d'étranges choses, quand le rebord de la falaise devient le rebord de toute la terre, et que les bouées et balises résonnent librement dans l'éther blanc des contes. Ceux-ci, ils le disent pour l'avoir entendu, parce que personne, jamais, n'a rendu visite à ces rocs escarpés, et que ceux d'ici n'oseraient même pas y braquer un télescope. Les touristes de l'été l'ont bien sûr inspecté avec leurs jumelles à la mode, mais n'ont jamais rien vu de plus que le toit gris, primitif, avec ses flèches et ses bardeaux, dont les auvents descendent presque jusqu'aux fondations grises, et la mince lumière jaune des minuscules fenêtres apparaissent sous ces auvents au crépuscule. Ces touristes de l'été ne croiraient jamais que même la personne vit dans la vieille maison depuis des centaines d'années et ne saurait justifier de leur hérésie auprès d'aucun des habitants de Kingsport. Et même le terrible vieil homme qui parle à ses pendules de cuivre dans des bouteilles et paie sa note d'épicerie avec des écus d'or espagnols d'autrefois et garde dans la cour de son antidiluvienne maison de Wall Street des idoles de pierre, pourrait dire qu'il en était ainsi quand son propre grand-père était un enfant et qu'il devait en être ainsi bien longtemps avant, quand Belcher ou Chéret ou Ponwall ou Bernard étaient les gouverneurs de la province de Sa Majesté qu'on nommait la baie du Massachusetts. C'est alors qu'un été arriva à Kingsport un philosophe. Il s'appelait Thomas Olney et enseignait des choses solennelles à l'université dans la baie de Narragansett. Il arriva avec une épouse bien en chair et une tripotée d'enfants,
et ses yeux étaient las de voir la même chose depuis tant d'années et d'avoir les mêmes pensées bien disciplinées. Il contempla les brumes depuis le diadème du père Neptune et essaya de pénétrer leur blanc monde de mystère, en escaladant les marches du titan de la chaussée. Matin après matin, il s'étendait sur les falaises et scrutait ce rebord de monde et l'indéchiffrable éther au-delà, écoutant les cloches spectrales et les cris des oiseaux sauvages qui auraient pu être des mouettes. Et puis, quand la brume levait et que la mer apparaissait tout près, avec les fumées des navires, il soupirait et redescendait vers la ville, où il aimait arpenter les anciennes ruelles étroites au long de la colline, étudier les pignons fous et chancelants, et les étranges portes dont les piliers et portiques avaient abrité tant de générations de robustes marins. Et il alla jusqu'à parler avec le terrible vieil homme, qui n'aimait pas les étrangers, et il fut invité à entrer dans sa fermette archaïque. Vaguement effrayante, avec ses plafonds bas, ses panneaux de bois où se répandaient les échos des inquiétants soliloques des heures sombres. C'était bien sûr inévitable qu'Aulnay remarque la maison grise où personne ne s'en rendait jamais, se détachant sur le ciel au-dessus de cette sinistre falaise du nord-ouest, où se joignaient les brumes et le firmament. De partout dans le Kingsport, on la voyait, et toujours son mystère venait bruire dans ce qu'on chuchotait parmi les ruelles biscornues de Kingsport. Le terrible vieil homme racontait une légende qu'il tenait de son père, d'une lumière qui, une nuit, s'éleva des flèches de la maison jusque dans les nuages, au plus haut du ciel. Et grand-mère Horn, dont l'étroit toit de chaume dans Sheep Street était mangé de mousse et de lierre, lui bredouilla des choses que sa propre grand-mère tenait de seconde main concernant des formes qui s'enveloppaient depuis les brumes de l'Est et s'engouffraient dans l'étroite porte de cet endroit que nul ne saurait rejoindre, tant la porte était proche du rebord escarpé sur l'océan et visible seulement des bateaux sur la mer. En fin de compte, avide de choses étranges et nouvelles, et indemne de la peur qui paralysait les habitants de Kingsport comme de l'indolence où se complaisaient les touristes de l'été, Aulnay prit envers lui-même une résolution terrible. En dépit de son esprit conservateur, ou à cause de lui, tant les vies monotones nourrissaient un mélancolique désir d'inconnu, il se fit le serment de vaincre cette falaise nord si redoutée et d'entrer dans cette maison grise aussi absurdement ancienne et touchant le ciel. Très vraisemblablement, son moi conscient lui répondait que le lieu devait être habité par des gens qui y accédaient par un chemin plus facile, de l'autre côté, par l'estuaire de la Miskatonic, qu'ils allaient probablement faire leur course à Arkham, en sachant que bien peu sur la manière dont on les jugeait à Kingsport, et peut-être incapable de descendre la falaise de ce côté. Aulnay partit en reconnaissance vers les falaises les plus basses, sur lesquelles le grand roc tombait insolemment, pour épouser là-haut les choses célestes, et vérifia que nul pied humain ne pourrait ni escalader, ni descendre ces surplombs, côté sud, dont les milliers de plis s'élevaient verticalement sur les eaux, à l'est et au nord, en ne laissant d'accessible que le côté ouest, depuis l'intérieur, le côté d'Arkham. À l'aube d'un matin d'août, Aulnay partit en quête d'un chemin vers l'inaccessible pinacle. Il partit en direction du nord-ouest, par d'agréables petites routes, longeant l'étang de Hopper et la vieille maison de briques rouges, où commençaient les pentes des pâturages de la Miskatonic, d'où il y avait une si belle vue sur les bancs clochers d'Arkham, entre rivière et prairie. Il rejoignit une route ombreuse, qui partait vers Arkham, mais aucune trace d'un chemin qui l'aurait rapproché de la mer comme il le souhaitait. Les bois et les champs se resserraient sur la rive escarpée de l'estuaire, sans qu'aucun signe de présence humaine y soit délectable. Même pas un mur de pierre ou du bétail égaré, rien que de hautes herbes et des arbres géants, des fourrés de bruyère tels que les premiers Indiens avaient dû déjà les voir. Et comme il grimpait lentement vers l'est, de plus en plus haut par rapport à l'estuaire sur sa gauche, de plus en plus près de la mer, grandissait la difficulté à avancer, au point qu'il se demandait si jamais les habitants de ce lieu maudit avaient tenté de rejoindre le monde extérieur,
ou si jamais ils étaient descendus une seule fois au marché d'Arkham. Alors, les armes se raréfièrent, et loin en dessous de lui sur sa droite, il aperçut les collines, les toits et les flèches antiques de Kingsport. Même le mont central semblait un nain depuis sa hauteur, et il parvenait juste à reconnaître le vieux cimetière de l'hôpital de la Congrégation, sous lequel la rumeur prétendait que veillaient de terribles grottes et souterrains. Devant lui, il n'y avait plus qu'une herbe rase et des broussailles et buissons de groseilles, et au-delà le roc nu de la falaise et les minces et inquiétantes flèches de la maison grise. En approchant du rebord, Aulnay ressentit un brusque vertige face à sa solitude sous le ciel. À son côté sud, le précipice, effrayant, tombant sur Kingsport, à son côté nord, une chute verticale de plus de 1000 mètres sur la rivière et l'estuaire. Et maintenant, un grand ravin béait devant lui, profond de 3 mètres. Il se laissa tomber au fond en se retenant des mains et atterrit sur un sol incliné, rampant périlleusement au travers de ce défilé naturel jusqu'à la paroi opposée. Et c'était cela, le chemin par lequel les habitants de cette maison mystérieuse voyageaient entre ciel et terre. Quand il ressortit du ravin, la brume du matin montait, mais il distingua nettement devant lui la maison hautaine et profane, des murs gris comme le roc, et les hautes flèches qui ressortaient sur le fond de lait blanc des vapeurs issues de la mer. Et il remarqua qu'il n'y avait aucune porte du côté de la terre, mais seulement 2 minuscules fenêtres, très lissées, avec 2 ouvertures miteuses en œil de bœuf, serties dans du plomb comme au XVIIe siècle. Tout autour de lui, plus rien que la brume et le chaos, et plus rien à voir au-dessus que la blancheur de l'espace infini. Il était seul dans le ciel, avec cette maison étrange et perturbante, et quand il en longea le flanc pour rejoindre le devant, il découvrit que le mur tombait droit sur le rebord de la falaise, de telle façon qu'on ne pouvait en atteindre la petite porte étroite que depuis le vide de l'éther. La terreur qui s'empara alors de lui, ne pouvant s'expliquer seulement par l'altitude. Et c'était bien étrange qu'un toit de bardeaux aussi mangé au verre ait pu survivre et que, dans ces effritements de briques, la cheminée puisse encore tenir debout. La brume s'épaississait. Aulnay rampa pour atteindre les fenêtres des côtés nord, sud et ouest, tenta de les pousser mais les trouva closes. Il en fut presque rassuré. Plus il en découvrait de cette maison, moins il souhaitait y entrer. Et puis, un bruit le figea. Il entendit qu'on tirait un loquet et poussait un verrou. Puis, s'ensuivit un long craquement, comme si on ouvrait lentement et précautionneusement une porte très lourde. C'était côté océan, et il ne pourrait rien en voir, là où l'étroite ouverture donnait sur l'espace blanc, à des milliers de pieds au-dessus des vagues, dans la brume du ciel. Et puis, il y eut un bruit de pas résolu et ferme à l'intérieur, et Aulnay entendit la fenêtre s'ouvrir, d'abord celle côté nord, en face d'où il se tenait, puis celle de l'ouest, juste à l'angle, enfin celle du sud, sous le large auvent bas, là où il était, et on doit dire qu'il se sentait en position rien moins que confortable, avec cette maison revêche, côté terre, et suspendue face au vide de l'autre. Quand c'est la fenêtre la plus proche qui voulut s'ouvrir à son tour, il s'enfuit en rampant vers le côté ouest à nouveau, s'aplatissant contre le mur près de la fenêtre, maintenant ouverte. À l'évidence, le propriétaire était revenu chez lui, mais il n'y était pas revenu depuis la Terre, ni depuis aucun aérostat ou avion qu'on puisse imaginer.
Les pas résonnèrent de nouveau, et Aulnay se déplaça vers le côté nord. Mais, avant qu'il ait pu trouver une cachette, une voix l'interpella pacifiquement, et il sut qu'il n'échappait pas à une confrontation avec son hôte. Planté dans une des fenêtres du mur ouest, il découvrit un visage encadré d'une grande barbe sombre, dont les yeux brillaient avec phosphorescence et la marque d'un vrai saisissement. Mais la voix était douce, celle d'un adolescent à peine grandi. Aussi Aulnay n'eut-il aucune crainte quand une main brune se tendit pour l'aider à franchir l'appui et à entrer dans une pièce basse, aux lambris de chêne noir et au mobilier sculpté façon Tudor. L'homme était vêtu d'une redingote hors d'âge et portait avec lui l'aura nimbée des marins et des rêves d'anciens vaisseaux. Aulnay ne se souvient plus des merveilles qu'il lui dit, ni même qui il était, mais il dit qu'il était à la fois étrange et amical, et tout entier rempli de la magie des abîmes insondés, du temps et de l'espace. La petite pièce semblait verte dans sa faible et aqueuse lumière, et Aulnay remarqua que les fenêtres donnant à l'est, de l'autre côté d'où il était, n'étaient pas ouvertes, mais refermées sur les terres brouillardeux, avec des vitres épaisses et ternes, comme le font des vieilles bouteilles. Son hôte, à la grande barbe, semblait encore jeune, même si ce qu'on lisait dans ses yeux surgissait des plus anciens mystères. Il racontait ses contes et merveilles des choses anciennes, et il devenait clair que les gens du village avaient raison quand il disait qu'il conversait avec les brumes de la mer et les nuages du ciel, même si de nul village, on n'eût pu observer sa maison taciturne depuis les plaines d'en bas. Et le jour passait, et encore Aulnay écoutait cette rumeur venue de temps sans âge et de lieux si lointains, et entendait parler maintenant de comment le roi d'Atlantide combattait les insaisissables blasphèmes qui surgissaient des fissures au fond des océans, et de comment le temple mangé d'algues de Poséidon et de ses piliers sont encore entrevus à minuit par les bateaux perdus qui savent à sa vue que vient leur fin. Il évoqua l'âge des titans, mais l'autre se fit soudain timide quand il parla des premiers âges lointains du chaos, avant les dieux, ou même avant que naissent les grands anciens, et l'époque où d'autres dieux étaient venus danser sur les crêtes du Ategkla, dans le désert périlleux d'Ultar, au-delà de la rivière Skye. Ils en étaient là quand on vint frapper à la porte, l'ancienne porte de chêne, cloutée au-delà de laquelle il n'y avait que les abysses de brume blanche. Aulnay tremblait d'effroi, mais le vieil homme à barbe lui enjoignit de rester immobile et marcha silencieusement vers la porte pour regarder à travers un très mince œilleton. Ce qu'il vit, il ne l'aima guère. Il posa son doigt sur ses lèvres, revenant sur la pointe des pieds, fermant et verrouillant toutes les fenêtres, avant de repartir près de l'ancien foyer auprès de son hôte. Alors, Aulnay vit s'attarder sur les carrés translucides des minces et étroites vitres la succession d'étranges formes noires, comme si celui qui appelait tentait avec curiosité de les apercevoir avant d'abandonner. Et il se réjouit que son hôte n'ait pas répondu au coup frappé, parce qu'il y a d'étranges choses dans les grandes abysses, et que l'explorateur des rêves doit prendre soin de ne pas éveiller ou de croiser ce qu'il ne faut pas. Alors les ombres commencèrent à s'ajouter, d'abord quelques-unes minces et furtives sous la table, puis de plus épaisses dans les recoins aux sombres panneaux, et le vieil homme à la grande barbe fit d'énigmatiques gestes de prière et alluma de grandes cierges dans des chandeliers de cuivre énigmatiquement sculptés. Il regardait sans cesse vers la porte, comme d'attendre quelqu'un, et la fin de ses coups d'œil rapides semblait répondre à ses petits coups secs, comme d'obéir à un code secret et très ancien. Maintenant, il ne regardait même plus à travers l'œilleton, mais il releva l'épaisse traverse de chêne, débloquant le loquet de la lourde porte et l'ouvrant largement sur les étoiles de la brume. Et vinrent alors flotter dans la pièce, sur le fond sonore d'obscures harmonies, depuis le plus profond, tous les rêves et la mémoire enfouis des grands anciens de la terre. Et des feux ardents venaient jouer sur les mauvaises herbes des toits, et Aulnay en fut aveuglé alors qu'il leur rendait hommage,
Neptune était là pourtant, son trident, et les fantastiques Néréides et les tritons sportifs, et l'affreuse silhouette de l'antique Noden. Salut Oda, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Comment vas-tu depuis la dernière fois? Ça va super. Bah écoute, tant mieux. Bah moi ça va très bien, merci. On a déjà lu une petite nouvelle, on a lu L'Innommable. Et du coup là on est... pardon. On est sur l'étrange maison haute dans la brume. Pour l'instant. Voilà, donc pour l'instant on est sur 2 petites nouvelles. Et peut-être une troisième si ça vous tente. L'affreuse silhouette de l'antique Noden, lord des grands abysses, surgit dans un gigantesque coquillage dentelé porté sur le dos des dauphins. Et les conques des tritons résonnaient de sauvages éclats, et les Néréides émettaient d'étranges sons en frappant sur les coques résonnantes et grotesques d'habitants inconnus des noires cavernes sous la mer. Alors, le vénérable Nodens tendit une main desséchée et fit monter Aulnay et son hôte dans son grand coquillage, que les conques et les gongs remplissaient d'une clameur indomptable et sauvage, et cet équipage fabuleux glissa au dehors, dans l'éther, sans limite, et son énorme vacarme se perdit dans le fracas de l'orage. Ils observèrent toute la nuit, dans Kingsport, les hautes falaises lorsque l'orage et le brouillard la leur dévoilaient par éclats, et, quand à mesure des heures les minces petites fenêtres s'obscurcirent, le désastre et l'effroi emplirent les murmures, et les enfants d'Aulnay et sa robuste épouse prièrent comme il est convenable le terme Dieu des Baptistes, espérant que le voyageur puisse emprunter un parapluie et des caoutchoucs d'ici que la pluie cesse au matin. Alors, l'aube commença de s'égoutter, et le brouillard à lever de la mer, et les balises émettaient solennellement leur signal dans le tourbillon d'éther blanc, et quand à midi, les délicates trompes s'éloignèrent de l'océan, Aulnay, sec et le pied léger, descendit des falaises et revint à l'antique Kingsport, avec dans les yeux l'éclat des choses lointaines. Mais il ne pouvait se souvenir de ce à quoi il avait rêvé dans la cabane haut perchée dans le ciel, celle de l'ermite sans nom, ou dire comment il avait franchi ces escarpements que nul pied humain n'avait jamais franchis, et même avec le terrible vieil homme, il ne put rien discuter de tout cela, lequel pourtant brodoyait ensuite d'étranges choses dans sa longue barbe, prétendant que l'homme qui était descendu des falaises n'était pas celui qui était monté, et que, quelque part, là-haut, sous les toits, à flèches grises, et parmi ces inconcevables amas de sinistres brumes blanches, reposait l'âme perdue de celui qui avait été Thomas Aulnay. Et depuis cette heure, à travers d'effrayantes successions d'années de gris ennui, le philosophe a labouré et dormi et mangé et accompli sans nulle plainte le devoir convenable à tout citoyen. Il ne chercha plus jamais la magie des crêtes lointaines, ni ne soupira après les secrets chuchotés par le vent écueil de l'océan sans fond. La morne répétition de ses jours ne lui arrachait plus de plaintes, et des pensées bien disciplinées suffisaient à son imagination. Sa digne épouse augmenta en corpulence comme en âge et utilité ses enfants insipides, et il ne manquait jamais de sourire avec fierté quand l'occasion l'exigeait. Et dans ce regard, il n'y a plus cet éclat sans repos, et, s'il a encore écouté le sifflet des falaises, des balises solennelles, ou les trompettes délicates et lointaines, c'est seulement la nuit, quand reviennent les vieux rêves. Il n'a jamais revu Kingsport, parce que sa famille n'aime pas ces vieilles maisons rigolotes, et se plaint que les égouts y sentent terriblement mauvais. Il loue un bungalow coquet, sur la hauteur de Bristol, sans falaise à l'horizon, et où les voisins sont urbains et modernes. Mais cela n'empêche pas que d'étranges contes circulent à Kingsport, et même le terrible vieil homme admet qu'il peut exister des choses que, lui,
ne lui aurait pas raconté son grand-père. Pour le moment, quand le vent du nord balaie furieusement la haute et ancienne maison, qui ne fait qu'un avec le firmament, on en a fini de ce silence sinistre qui empoisonnait avant les paysans de la mer à Kingsport. Et les plus vieux d'entre eux parlent de voix joyeuses, qu'on y entend chanter, et des rires qui éclatent et sont plus forts que les rires terrestres. Et ils disent qu'au soir, les petites fenêtres basses sont plus grandes qu'autrefois, elles ne l'étaient. Ils disent aussi que l'aurore farouche vient plus souvent et que sur le fond bleu du nord, on aperçoit des mondes glacés sur lesquels la falaise et la maison se découpent en noir avec de vifs et fantastiques éclats de lumière. Et les brouillards de l'aube sont plus épais et les marins ne sont plus aussi sûrs que tous ces sons étouffés qu'ils perçoivent proviennent des bouées solennelles. Et, pire que tout, cependant, l'affaiblissement des vieilles peurs dans le cœur des jeunes hommes de Kingsport qui s'habituaient la nuit à écouter les bruits lointains des vents du nord. Ils jurent qu'aucun mal ou menace ne peut surgir de la maison au toit hérissé. Tant battent le bonheur dans les voix et avec lui le tintement des rires et de la musique. Et quels contes peuvent bien apporter à cette cime tout au nord de la brume de la mer? Ils ne le savent pas, mais depuis longtemps, ils ont recueilli les indices des merveilles qui heurtent aux portes fissurées des falaises quand les nuages sont au plus épais. Quant au patriarche, ils redoutent qu'un jour, un par un, ils partent en quête de cet inaccessible pic dans le ciel et apprennent quel secret se cache depuis des siècles sous les vieux toits pointus du Bardo, mêlés aux rocs et aux étoiles, et à toutes les anciennes peurs de Kingsport. Que ces jeunes aventureux puissent en revenir, ils n'en doutent pas, mais pensent qu'une lueur sera peut-être éteinte dans leurs yeux, et qu'un peu de volonté manquera à leur cœur. Ils ne veulent pas que la pittoresque Kingsport, avec ses ruelles en pente et ses pignons archaïques, s'affadrisse avec les années, tandis que là-haut, voix après voix, grandirait plus sauvage. Le cœur des rires dans cet air inconnu est terrible, où les rêves des brouillards s'arrêtent pour un bref repos sur leur chemin de la mer jusqu'au ciel. Ils ne veulent pas que les âmes des plus jeunes hommes quittent les foyers et les tavernes au toit de chaume du vieux Kingsport, et ils ne veulent pas que les rires et les chants de la haute place rocheuse résonnent plus fort. Parce que si cette voix qui est apparue a apporté de fraîches brumes de la mer et de nouvelles lueurs depuis le nord, alors d'autres voix apporteront d'autres brumes et d'autres lumières. Et alors peut-être les dieux les plus anciens, dont ils évoquent l'existence seulement en chuchotant, de peur que le pasteur congrégationniste les entende, pourraient surgir des profondeurs où gît l'ancienne Gadat dans le froid illimité, et s'installer sur cette démoniaque falaise qui leur convient si bien, tout près des tranquilles collines et vallées, des vallées d'eau, les simples pêcheurs. C'est cela qu'ils ne veulent pas, parce que les simples gens ne considèrent pas comme bienvenues les choses non terrestres, et le terrible vieil homme se souvient souvent de ce qu'avait dit Aulnay à propos de ce heurt à la porte que redoutait l'occupant solitaire et de cette forme noire et inquisitrice surgissant de la brume contre les œils de bœuf étrangement luminescents des fenêtres basses. Mais de toutes ces choses cependant, les grands anciens seuls décident, et pendant ce temps, la brume du matin escalade toujours le pic vertigineux jusqu'à la vieille maison escarpée, cette maison dont les auvents descendaient si bas que jamais on n'y voyait personne, mais où au soir s'allumaient des lumières furtives, alors que le vent racontait d'étranges mystères, et cette blancheur dufteuse, venue des profondeurs, s'en allait vers ses frères les nuages, pleine de rêves de pâtures humides et des cavernes du Léviathan. Et quand ces contes s'échappent épaissement des grottes de Triton, et que les conques dans les villes d'algues émettent leurs chants sauvages, appris des grands anciens, alors de grandes et ardentes vapeurs s'envolent vers le ciel chargé de leurs coutumes, et Kingsport, inconfortablement niché sur ses falaises plus basses, sous cette terrifiante sentinelle suspendue de roc, ne voit de l'océan que cette mystique blancheur, comme si le rebord de la falaise était le rebord de toute la terre, et que le tintement solennel des bouées résonna librement dans tous les terres de l'imagination.